Docteur Fidèle, oui. Thomas Fidèle. D'abord, bravo pour... Alors, ce qu'on fait, on va prendre 3 questions, oui. 3 questions, 4 questions, et puis ensuite on... Bravo pour le professeur Chatir, et merci pour notre frère Deshikam. Ben, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, je pense que l'Afrique de demain, à partir de maintenant et vers l'avenir, dépendra beaucoup de la diaspora et surtout, comme vous dites, de l'émigration. Vous avez souligné quelque chose tout à l'heure, parce que ce que nous ressentons, et en particulier pour l'expérience que moi j'ai de la vie et de l'émigration et de la diaspora, il y a quelques années de cela, au New York University Medical Center que j'ai fréquenté quelque temps, cette force de la rage de vaincre du migrant, effectivement, existe au fond de l'Africain qui quitte sa brousse lointaine là-bas pour aller chercher quelque chose. Donc, ça nous pousse à éviter beaucoup de choses, mais ceci ne nous empêche pas quand même de tomber dans des pièges qu'on n'a pas prévus, et ainsi de suite. Là où je voudrais simplement arriver, je vais m'arrêter là. Il serait souhaitable que des grands comme vous et d'autres qui vous ont précédé et qui vont venir après, il serait souhaitable que tous ces grands migrants qui ont réussi à très haut niveau et dans différents pays occidentaux ou ailleurs, essayent de se retrouver et au sommet pour créer quelque chose, c'est-à-dire élever encore davantage le niveau de la diaspora telle que nous la vivons aujourd'hui. En tout cas, merci de votre brillant exposé. Et merci, Deshikam. Merci, docteur. Merci beaucoup. Donc, Mahamadi Wamba, une question que je voudrais poser. À l'entame de votre intervention, vous avez évoqué le fait que la diaspora asiatique a suivi un processus, une dynamique que la diaspora africaine devrait ou serait amenée à suivre. Donc je voudrais peut-être que vous donniez plus d'explications sur la dynamique suivie. Merci. Merci, bonjour à tous. Je me présente Lucas Bagro, je suis le secrétaire général de l'association des Burkinabés de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un plaisir. Nouveau bureau. Voilà, c'est ça. Donc, merci à Njikam Pierre Gaëtan pour l'invitation. Et aussi merci au professeur Diane qui, dans son exposé, a été brillant. Même si j'avoue que je n'ai pas tout compris. Hein. Alors c'est ma faute. Je défie en fait quiconque a tout compris de m'expliquer plus tard. Mais simplement, moi j'aimerais revenir sur une idée qui peut être semblable à celle de la première question. C'est qu'au niveau de la question des migrants, on n'a pas entendu les grandes voix. Les grandes voix de cette diaspora africaine qui a migré. Voilà. La migration, ça peut être volontaire, comme vous avez dit, ça peut être un choix, comme ça peut ne pas être un choix. Parce que quand on regarde l'histoire des migrations récentes, il y a des personnes qui ont fait, des familles qui ont été poussées à quitter leur pays, simplement parce que les situations devenaient intenables. Donc, moi, je constate qu'on n'a pas eu de grande voix, il n'y a pas eu d'initiative, comme il pourrait y avoir des initiatives à chaque fois qu'il y a une crise mondiale, parce que la crise des migrants, c'est une crise mondiale. Il aurait pu y avoir une grande initiative mondiale, notamment autour de cette question des migrants. Donc, vous, professeur, que pensez-vous déjà de cette idée? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait? Parce que si vous voulez, la migration, c'est une question de peur. À partir du moment où la peur est installée, c'est difficile de la faire partir. Voilà. Donc, après, moi je pense qu'il n'est pas trop tard, mais bon.
je pose la question. On va prendre une dernière question juste à côté de vous, votre voisin. Voilà. Merci à l'Assemblée. Dernière question, la première séquence. On m'entend suffisamment. Oui. Voilà, ce n'est pas une fausse note, mais c'est dans une symphonie différente. Parce que je suis très jeune, mais moi, à l'époque, on m'a appris la France est un empire de 90 millions d'habitants, etc., etc. Il y a eu les événements successifs. Très rapidement, vous avez parlé de migration. Mais la migration européenne a été considérable. Tous les Irlandais qui sont partis aux États-Unis et tous les Basques qui sont partis également aux États-Unis, c'est-à-dire la notion de migration n'est pas limitée à l'Afrique. D'autre part, il est très important de noter qu'à une certaine époque, le continent africain a été vidé littéralement de ses forces vives en raison de l'esclavage pratiqué par les musulmans, de l'esclavage pratiqué par les blancs et de l'esclavage interafricain. Il faut donc, il appartient ainsi à l'Afrique. Moi j'ai l'esprit de conciliation, mais je suis très direct. Je pense qu'il faut que l'Afrique domine tout ce passé, bien qu'elle ait été victime des Européens qui ont eu à un certain moment une conduite inadmissible. Alors je pourrais continuer longtemps. Alors je fais une petite réserve, monsieur le professeur, ne vous en voulez pas. Vous allez parler de l'islam. Je suis en rapport avec des imams salafistes, avec des imams soufistes. Je ne dis pas que j'ai la plus grande méfiance de l'islam. Je connais le Coran, non pas par cœur, mais je l'ai étudié. Sourate par sourate, etc. Et j'ai en particulier une sourate qui me plaît très bien, c'est la sourate de la vache. Non mais vous voyez que je connais. Oui. Alors, vous avez parlé également, parce que vous avez parlé de vérité. Et comme disait Ponce Pilate, qui n'était pas un sot romain, qu'est-ce que la vérité? Car si jamais je vous dis personnellement qu'il n'y a pas plus de Dieu, qu'il y a un orchestre de souris qui joue la rhapsodie hongroise de Liszt sur la face cachée de la lune, vous n'avez qu'à y voir. Et peut-être que vous rencontrez Dieu. Parce que, à mon avis, la notion de Dieu est tellement impossible, non pas à vérifier, mais à entraîner tant de combats, tant de guerres, tant de conflits, qu'il faut d'abord chercher les points communs qui existent entre blancs, noirs, roses, métis, etc. Et tant pour ça que je pense personnellement que le métissage est en quelque sorte inéluctable, vu les variations et les flux de population. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Absolument pour ces questions, commentaires. Je ne vais pas répondre à tout. Et merci à vous. J'évacue rapidement la question de Dieu. Effectivement, c'est le concept le plus impossible qui soit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai insisté dans mon propos sur la vérité humaine des religions. Dieu, ce n'est pas la peine de se focaliser sur lui. Nous ne saurons jamais embrasser de toute façon ce qu'il en est. Effectivement, vous avez raison de dire que la chose la plus incertaine qui soit, c'est l'existence de Dieu. En revanche, ce que la religion fait des êtres humains, et la vérité humaine qui est révélée dans la religion, cela peut nous intéresser, vous et moi, même si vous ne... et c'est une rencontre humaine autour de l'idée religieuse qui est importante. Maintenant, vous avez dit des choses aussi extrêmement importantes sur la migration. Nous n'avons pas suffisamment de recul. Aujourd'hui, tout le monde est absolument obsédé par les migrants, pour des raisons qui sont des raisons normales. Si vous regardez l'Europe, en particulier sur le plan démographique, il y a eu des changements démographiques très rapidement. Beaucoup de pays qui n'étaient pas multiculturels, si vous voulez, dans leur aspect, le sont devenus. Et d'une manière relativement rapide, et cela se comprend. Et c'est le moment précisément où la réflexion doit prendre du recul, comme vous venez de le faire, et se rappeler que la crise des pommes de terre en Irlande, ça a signifié effectivement une immigration massive des Irlandais qui se sont retrouvés aux États-Unis. Ils sont venus par millions aux États-Unis à ce moment-là. Et l'humanité a toujours fonctionné de cette manière. Donc, si nous regardons la crise des migrants, la crise de la migration dont on parle tant aujourd'hui, et si nous la regardons avec les yeux que vous nous invitez à avoir et à promener sur cette question, en regardant toute la profondeur historique de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des démographies
humaine, à ce moment-là, je crois que nous avons une manière plus rationnelle d'approcher les questions et de pouvoir envisager une solution. Et oui, l'Afrique qui domine son passé, c'est précisément l'Afrique nouvelle. Vous savez, cette répétition de la victimisation est en train de disparaître. Déjà, ma génération, je parle rarement, moi, de l'esclavage. Je sais parfaitement que l'esclavage a été un désastre pour le continent africain. Même du colonialisme, je parle très peu. Je suis quelqu'un, j'avais 5 ans quand mon pays est devenu indépendant. J'ai toujours vécu comme un citoyen sénégalais. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été colonisé. Moi-même, je veux dire, je peux le savoir historiquement, mais ce qu'il en est des responsabilités que je vais exercer vis-à-vis de mon continent, c'est ma responsabilité aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le passé d'où l'on vient, même s'il faut en tenir compte parce qu'il faut que un certain nombre d'atrocités ne se répètent pas, mais je regarde effectivement l'avenir dans la prospective et le sens de mon action aujourd'hui doit venir encore une fois de la projection que je fais et non pas de ce qui s'est passé historiquement. Merci d'avoir rappelé ces vérités très fortes. Alors, je lis cela à la question posée par le secrétaire général des Burkinabés sur la grande initiative mondiale à prendre sur les migrants. Les migrations ont des causes multiples. On vient de le voir encore, vous avez une population syrienne qui s'est retrouvée déracinée du jour au lendemain. C'est-à-dire que la situation en Syrie doit être elle-même résolue pour que le retour puisse être envisagé. Il faut qu'il y ait que le développement, les germes de changement, ce que j'appelais les germes de changement, qui sont en train d'être visibles en Afrique, donnent toute la promesse dont ces germes sont porteurs pour que les situations s'inversent et que les jeunes Africains cessent de penser que leur avenir est ailleurs et que leur avenir surtout est tellement bouché qu'on peut risquer sa vie en traversant la Méditerranée ou en se mettant entre les mains, en confiant sa vie à des passeurs qui sont, eux, de véritables gangsters. On l'a vu quand des migrants africains se sont retrouvés dans une espèce de marché d'esclaves en Libye récemment. Les choses les plus qu'on croyait d'un autre âge sont revenues à ce moment-là sur la scène. D'ailleurs, nous vivons une époque où beaucoup de choses qu'on croyait d'un autre âge nous reviennent. On a le langage des années 30 aujourd'hui et dans l'espace public. Donc, une grande initiative, oui. Un travail d'éducation, oui. Un travail qui consiste aussi à regarder les causes de ces migrations-là et à essayer d'y porter remède, effectivement. Et vous avez raison de rappeler à tout le monde la responsabilité qui doit être la nôtre. Peut-être ce que vous avez appelé les grandes voies des Africains qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur, mais c'est toutes les grandes voies humaines, tout simplement. Comme je disais, la grande question que pose la migration, c'est la question de notre humanité. Merci d'avoir posé la question, M. Mahamadi, sur la diaspora asiatique. Ça me permet de clarifier ce que je disais. En réalité, j'ai fait une allusion rapide et je vous prie de m'en excuser. En pensant à une chose, vous avez eu pendant très longtemps ce brain drain chinois-indien. Les universités américaines, dans leur excellence, ont été beaucoup portées par des universitaires indiens et chinois. Aujourd'hui, vous voyez le mouvement s'inverser, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de retour. Aujourd'hui, en Inde, il y a de grandes universités indiennes et des étudiants qui posent leur candidature à différentes universités ne vont en Amérique que quand ils ne réussissent pas à entrer à l'université de New Delhi, pour vous donner un exemple. Et de la même manière, la Chine a construit des universités absolument excellentes qui sont également une raison pour laquelle beaucoup d'universitaires chinois rentrent chez eux. Et je me disais qu'historiquement, si nous avons cette leçon
Évidemment, l'histoire ne se répète pas identiquement. Mais si nous avons cette leçon en vue, nous pouvons penser qu'il y aura encore une génération de brain drain, mais que l'inversion va se faire à un moment donné. En revanche, cette diaspora ne doit jamais être perdue, de toute façon. Il est toujours possible de transformer le brain drain en brain gain en faisant en sorte que l'Afrique, précisément, tisse ses liens avec sa diaspora. Le PNUD avait envisagé à une époque le programme TOC10, qui consistait à faire revenir en Afrique pour des séminaires d'enseignement, de formation, de recherche, etc., des universitaires qui se trouvaient à l'étranger. Les Africains, nous n'avons pas besoin d'avoir des organisations qui servent d'intermédiaires pour faire cela. Nous pouvons l'organiser nous-mêmes. Lorsque l'actuel président du Sénégal m'a fait confiance pour réfléchir au devenir de l'université sénégalaise, une des recommandations que nous avions faites, le groupe que je dirigeais, était justement cela, de voir exactement qui sont les enseignants, les universitaires sénégalais à l'extérieur, quelles sont les possibilités de faire en sorte qu'en utilisant toutes les technologies modernes et en les faisant revenir également à intervalles réguliers, nous fassions en sorte que le fait qu'ils se retrouvent dans de grands centres de recherche la plupart du temps, les meilleurs centres internationaux, soient au bénéfice de leur pays et ne soient pas une sorte de perte sèche. Donc voilà des voies que nous pouvons explorer. Vous savez, l'idée panafricaine est d'abord venue de la diaspora. C'était une idée, les noms de Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, etc. Tout cela, le panafricanisme s'est aujourd'hui internalisé, mais l'Union africaine a posé quand même symboliquement le geste de dire qu'aux 5 régions de l'Afrique, on ajoutait une 6e région qui était la région de la diaspora. Ça reste symbolique, on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre là-dedans. Mais précisément, c'est là que nous sommes invités à imaginer ce que signifiera pour l'Afrique d'être non pas 5 régions, mais 6 régions, dont une région virtuelle en quelque sorte, qui est la région de la diaspora et ce que cette diaspora pourra apporter à l'Afrique. Il y a eu un événement considérable ces 10 derniers jours, le fait que les pays de l'Union africaine se soient réunis pour dire nous levons les barrières douanières. Ça veut dire que l'Afrique vient de constituer le plus grand ensemble, le plus grand marché commun, et tous les experts disent qu'il suffira de 3 ans pour que le commerce intra-africain augmente de 52%. C'est énorme. Bon, ça veut d'abord dire que nous partions de vraiment très bas. Les pays africains étaient tous intégrés de manière verticale au reste du monde et pas horizontalement. Nous étions tous, et c'était une sorte de continuation du pacte colonial. Notre manière de nous intégrer dans la mondialisation était une forme de continuation du pacte colonial. Faire en sorte que nous passions du vertical à l'horizontal, pour revenir à l'horizontalité de l'universel dont tu parlais tout à l'heure, Pierre Gaëtan. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est en train de se faire. Quel va être le rôle de la diaspora dans le cadre que voilà? Voilà les questions que nous devons poser et nous avons ici un excellent espace pour poser ces questions-là. Tout se ramène au bout du compte à l'idée de responsabilité. Ni afro-pessimisme, ni afro-optimisme, afro-responsabilité. Que chacun, à la situation qui est la sienne, se dise qu'est-ce que je vais faire de la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis de ce continent dont j'ai le désir. Et je dis d'ailleurs dont j'ai le désir parce que ce n'est pas seulement les Africains qui sont concernés, mais tous ceux qui ont un désir d'Afrique. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Merci Bachir. On va prendre la deuxième séquence. Oui. Bonsoir professeur. Je suis très heureux d'être là. Ne cherchez pas à savoir qui je suis parce que vous ne trouverez pas. Ce que je voudrais bien vous dire, c'est ceci que, en fait, en 1950, nous avions Aimé Césaire qui avait écrit un discours très brillant, un discours sur le colonialisme. Vous savez que Césaire, finalement, fut un député très brillant et qu'il a eu une carrière politique aussi très brillante. Alors moi, la proposition que j'aimerais vous faire, compte tenu du contexte, c'est que finalement nous ayons peut-être un discours sur la diaspora. Alors un discours qui aurait peut-être
un double contenu. Le premier contenu serait peut-être de dire que finalement c'est une question d'injustice. Et quelque part on l'a dit, la diaspora, ce qu'on appelle diaspora, c'est une injustice d'abord parce que finalement, quelles que soient les motivations de départ, le regard porté sur ce qu'on appelle la diaspora est un regard négatif. Je vous dis pourquoi. Parce que finalement, il y a un mot qui a tué la diaspora, c'est le mot nègre. Et ce mot-là, il faudrait pouvoir inventer son contraire. Parce qu'il y a une question de regard. Et ce regard-là nous poursuivra toujours tant qu'on ne dira pas à ceux qui nous regardent très mal qu'en fait, en parlant de la diaspora africaine, que nous venons d'un continent qui est très très riche, qui est le plus riche du monde, qui a toutes les matières premières, qui est jeune, et où finalement, si les conditions étaient réunies, les gens vivraient en paix et très riches. Je pense que l'autre contenu, ce serait de dire que, en fait, il nous faut peut-être un mythe. Et quelque part, le mythe qu'on véhicule, c'est celui de la diaspora qui a réussi. C'est vrai qu'il y a quelques exemples de ceux qui sont partis qui ont réussi, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, peut-être qu'il nous faudrait remplacer ce mythe de la diaspora qui a réussi par un autre, qui finalement serait, je pense, plus réaliste. Professeur, pour terminer, je dirais que l'intérêt de la philosophie, ce n'est pas tant dans la réponse qu'elle apporte au problème, c'est dans le questionnement. Et j'aimerais que, en re-questionnant cette question de diaspora, que vous éclairiez un peu ceux qui ont des idées qui ne sont pas tout à fait nettes. Voilà. C'est pourquoi je dirais que votre présence peut-être est très importante. Et je remercie M. le maire d'avoir fait venir. Merci. Un micro. Oui, il y a déjà un micro. Je me prénomme Elsie, je travaille pour le magazine Caribou Mag Mayotte, donc je suis originaire de Mayotte. Et être ici aujourd'hui, vous entendre parler de diaspora, d'immigration, d'islam, donc tout ça me parle. Parce que donc, je suis issue donc, de la diaspora mahoraise, issue donc d'une île 90% musulmane. Et actuellement, aux infos, il y a toute une histoire notamment sur l'immigration des îles voisines. Mais ma question ne sera pas sur d'où je viens et ce que vit mon île à l'heure actuelle, mais j'aimerais au fait avoir votre avis, ce que vous pensez sur Ayaan Hirsi Ali. Voilà, c'est la Somalienne, devenue aujourd'hui néerlandaise américaine, qui a écrit un livre, Insoumise, qui donne, elle, un avis totalement différent de l'islam actuel. Donc j'aurais aimé avoir votre avis sur ce que vous pensez de ce qu'elle propose. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur. Ah oui, voilà. D'abord, on est en haut là. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le maire. Je suis ravie d'être parmi vous. Ah oui, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis issue de plein d'immigration. À la fois, je suis là. Je suis issue de plein d'immigration. Déjà, dans la France, on est déjà immigré quand on sort d'une région immigrée. Déjà. Quand vous parlez, eh ben oui, ça a été la culture française. Hein, puisque j'ai étudié justement les différentes migrations concernant le Québec, et c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Donc, je vais simplement citer Aimé Césaire, puisque ce monsieur en a parlé. Aimé Césaire disait « L'homme de culture doit être un inventeur d'âme ». Donc, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, par rapport au continent africain, c'est sûr que c'est un continent entier, du nord au sud. Hein. Il faut penser aussi à l'Afrique blanche qui est en haut, quelquefois, oui, du nord, du sud, de l'ouest à l'est. Simplement, moi, j'interpelle justement la partie donc, de ces immigrants, comme on dit. Je n'ai pas entendu parler du tout, à travers tous ces pays et ce continent, les chefs d'État, à l'intérieur de leur propre pays, essayer de se comprendre pour quelles raisons il y a autant d'immigrants qui partent comme ça, et puis essayer qu'ils puissent faire une réunion, par exemple, soit européen, ou essayer de faire l'Europe de l'Afrique, par exemple, de vous rencontrer, d'en discuter, pour essayer justement que, en fin de compte, ce pays, que cette jeunesse reparte. Ça me rappelle, parce que vous avez parlé d'esclavage,
Mais sachez que bon, la partie de cet esclavage, c'était en fin de compte un commerce. Il y avait une demande, il y avait une offre. Et on se trouve dans la même situation pour le continent africain. Mais cette fois-ci, sur une autre forme. Mais on se retrouve à peu près dans la même histoire à des années en avant. Donc en tant que professeur et philosophe, il va falloir créer, en fin de compte, un espace où l'Afrique, cette jeunesse qui est là, puisse se trouver dans cet espace et s'exprimer et dire à ses anciens, parce que c'est eux qui s'accrochent encore à ces pouvoirs, qu'il va falloir quand même travailler autrement ce continent. Parce que ce continent, c'est l'avenir, en fin de compte, de ce monde. Pour moi, c'est ce que je vois. Merci. On court un peu après le temps, parce que nous avons consacré du temps à la dédicace et à l'échange. Et où le micro? Ah oui, allez-y. J'aurais 3 questions. 3 questions, donc pas de commentaires. Très court. La première question serait par rapport à cette dualité assez schizophrénique que serait le combat identitaire, par exemple chez l'Africain, qui serait un combat identitaire. Je pense notamment à Louis Farrakhan, par exemple Nation of Islam ou Black Panther, mais du côté européen, ça serait une action fasciste et raciste. De l'autre côté, je penserais, vous avez parlé de diaspora, je voulais savoir par exemple à la diaspora qui a pour représentant le cran, qui cherche toujours à la culture de la pleurniche et au dédommagement, est-ce que c'est valorisant pour la diaspora africaine d'avoir ce genre de représentant? Et la troisième question est par rapport aux vagues migratoires. Marx parle de déportation forcée, c'est-à-dire ces gens. Vous avez parlé tout à l'heure des Irlandais, crise de la patate, mais il faut savoir ce que sont devenus ces immigrés. C'est-à-dire ils ont été réduits quasiment en esclavage. Voilà. Est-ce que l'immigration est une solution ou est-ce un aggravement de leur situation? Merci. Moi-même. J'ai pas le micro. Ma question sera celle-ci. Je fais un tout petit constat. Il y a souvent un sentiment de frustration chez les personnes qui sont dans la diaspora. Moi, personnellement, j'ai exercé 16 ans au Maroc à l'université, ça fait 30 ans que j'exerce à Bordeaux. Mais quand on dépasse ce premier stade de frustration et qu'on réfléchit un peu sur des mécanismes, et en particulier, vous avez donné tous les ingrédients. Vous êtes passé assez rapidement sur ce qui est passé en Chine. Quand on analyse le processus par lequel les Chinois ont intégré leur diaspora, c'est un processus qui a demandé des décisions politiques au niveau le plus élevé. Les Chinois, c'est parce qu'ils ont dégagé une stratégie globale et ils ont fait petit à petit des ponts en or aux spécialistes d'origine chinoise. Les Chinois ne sont pas revenus parce qu'ils ont un sentiment nationaliste ou national plus fort que les Africains. Ma question est celle-ci. Donc on ne va pas disserter longtemps sur l'expérience chinoise. Dans le domaine des sciences, l'Académie est un pilote extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans les pays africains. Ma question est celle-ci. Moi, je vais très souvent en Afrique, en particulier un pays d'origine comme le Maroc, j'y vais 10 fois par an. Donc je vois les choses se dessiner, mais j'aimerais avoir votre point de vue, vous qui avez peut-être plus de recul que moi. Voyez-vous se dessiner dans les pays africains une volonté pour dégager une stratégie de développement, même modeste, qui puisse laisser un espoir ou dégager un espoir de retour pour que l'on puisse utiliser au mieux cette diaspora. Tout à l'heure, vous avez donné une échelle d'une génération ou deux. Et dans ce cas-là, ça se fera naturellement. Voilà, merci en tout cas. C'était super ce que vous avez dit. Alors, Bachir, ce que je te propose, c'est qu'on va ramasser, entre guillemets, quelques dernières questions. Et puis, comme ça, tu répondras pas nécessairement à chacun, mais de manière un peu globale. Donc, on prend les 3 dernières questions. Oui, président. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci, professeur, pour ces échanges très enrichissants. Juste demander s'il peut nous donner un élément de langage. Je m'explique. La difficulté que nous avons et que beaucoup de personnes ont rencontré ici, et quand vous partez en Afrique ou quand vous avez des Africains au téléphone, que vous voulez les dissuader de prendre les bateaux, de chercher à venir en Europe, qu'ils peuvent aussi construire leur avenir en restant en Afrique, on vous rétorque que vous avez réussi, laissez-moi aussi venir tenter ma chance. Donc, ce n'est pas philosophique, c'est vraiment du basique. Mais cette difficulté-là, est-ce qu'on peut avoir un élément de langage pour
pouvoir répondre de temps en temps parce que c'est écoutable. Quand on vous l'oppose, mais je laisse la question qu'il a plus moi, je sais c'est pas la faute de la diaspora, c'est les politiques. Je suis Romuald Jomo. En fait, je voudrais poser une question par rapport aux deux diasporas. Je pense aux diasporas d'Afrique, du bassin du fleuve Sénégal et aux diasporas d'Afrique centrale. Et quand on essaie de les définir, on va se rendre compte que les diasporas du BSF, du bassin du fleuve Sénégal, ont une histoire qui favorise une forme de regroupement dans les pays entre guillemets d'exil. C'est-à-dire que quand ils arrivent ici, parce qu'ils sont communautaristes depuis leur pays, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils viennent des zones rurales, ils ont une facilité à s'organiser qui est telle qu'arriver dans les pays comme la France, ils sont vite identifiés, ils travaillent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas des diasporas d'Afrique centrale. Donc l'Afrique centrale de la côte. Donc on est plus individualiste, on est chrétien, on a aussi une autre difficulté qui va tenir des éléments qui font qu'il nous est compliqué de travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, justement, pour qu'on tienne compte de ces singularités? Merci. Donc, dernière question. Une dernière question, parce qu'on est obligé à un moment donné de passer aux échanges autour de la dédicace. Pierre. Bon, en fait, monsieur le professeur, monsieur le maire, vous avez parlé d'évoquer l'humanité. Et cette humanité, elle se nourrit à quelle source? À la source morale ou à la source religieuse au sens de Exxon? Merci Pierre pour cette dernière question. Je voudrais, mon cher Bachir, avant de te passer la parole pour donc les réponses utiles, remercier la présence parmi nous des représentants justement de ces États africains, donc messieurs les consuls généraux, merci pour votre présence, du Sénégal, d'Algérie, du Maroc. Remercier également les partenaires qui contribuent à la réussite de ces JNDA, notamment Air France. Air France salue la présence de Frédéric Allory, qui est directeur régional d'Air France, du groupe Castel, de Mazar. Voilà, je dis ça maintenant parce que comme vous êtes très attentifs, comme ça peut bien. Voilà. Merci beaucoup. Je me rends compte que j'ai dit tout à l'heure quelque chose sur Air France ayant annulé mon voyage. Je voudrais, à l'attention de monsieur le directeur, dire que mon frequent flyer est platinum. Ça veut dire que je suis un fidèle d'Air France. Voilà, cela étant. Alors, tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille des mythes. Regardez la manière dont le film Black Panther a réveillé une sorte de mythologie d'une Afrique nouvelle. C'est un phénomène très intéressant parce que c'est un film c'est un film comme Superman ou comme Spider-Man, etc., etc. Mais on a projeté tellement de signification sur ce film que le besoin de mythe dont vous avez parlé, au fond, est parfaitement lisible là-dedans. J'ai proposé d'ailleurs dans un petit texte que j'ai écrit sur Black Panther de regarder ce film comme une invitation aux Africains et surtout aux Africaines de s'engager dans le domaine des STEM, des sciences, des technologies, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques. Voilà par exemple un élément concret si nous voulons essayer de répondre à la question qui a été posée sur une stratégie globale. Voilà un point sur lequel l'Afrique pourrait se réunir en disant il n'y a pas de secret. Si nous regardons les pays qui se sont développés, ils se sont développés avec ces stratégies de STEM. Je prends mon propre pays. Nous avons une tradition au Sénégal d'excellence dans les humanités, qui ont nom Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, etc. Il est bon que cette tradition soit continuée, parce que c'est vrai que c'est une distinction africaine en général, sénégalaise en particulier, et il est bon que les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Senghor, continuent de réfléchir dans ce domaine-là. Mais
nous avons un système totalement déséquilibré, avec une massification énorme dans les secteurs où les étudiants disent qu'ils font des humanités et des sciences sociales. Ils ne font rien du tout. En réalité, ils sont partis en reculant, horrifiés devant les sciences et les mathématiques, et ils se retrouvent dans les humanités totalement par hasard. Ils ne sont pas de bons étudiants dans les humanités, ils ne sont pas de bons étudiants dans les sciences sociales. Donc il va falloir redresser ce système éducatif, et une initiative est en train d'être prise par quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus grand démocrate du continent africain, mais qui est très efficace, et c'est le président Kagame. Le Next Einstein Forum, dont il s'est chargé, et la décision qui est la sienne de développer précisément cette orientation du système éducatif africain vers les STEM, ça, c'est une initiative qui est tout à fait porteuse d'espoir, comme la plupart des initiatives que le président Kagame prend avec son air ascétique et sérieux, etc. Voilà un homme extraordinaire, parce qu'on n'a pas envie d'applaudir un autocrate, mais au moins, voilà quelqu'un qui fait quelque chose de l'autocratie qui est la sienne. Politique très forte. Et par exemple, une décision à prendre. Je l'avais proposé dans la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons un problème pour avoir des professeurs de mathématiques. Quand nous en avons, ils sont attirés par l'industrie, ou bien ils partent parce qu'ils sont en demande. Il faut les payer plus. Vous pouvez parfaitement décider, parce que je suis un État responsable, que je paye tous mes professeurs 100, mais comme j'ai besoin particulièrement de professeurs de mathématiques, je vais les payer 120. Vous faites ça, vous avez des grèves pires que ce que vous avez en ce moment en France, parce qu'une chose que nous avons héritée de nos cousins français, c'est effectivement la capacité de cette exigence d'égalitarisme absolu et la capacité de mettre une grande force syndicale derrière les revendications. Et les revendications des universitaires, malheureusement, marchent toujours. Si vous tenez en otage les enfants des parents, les parents feront ce que vous voulez. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui fait que nos systèmes éducatifs ne changent pas. Or, nous savons que nous avons besoin de les changer. Nous avons besoin de les orienter de cette manière-là, et la seule manière non démocratique de le faire, c'est en faisant des indemnités STEM spéciales. Ça, je l'ai proposé. Je crois que les autorités ont fait comme si elles ne m'entendaient pas, parce que je peux parfaitement imaginer le genre de problème que ça va poser. Mais ça, c'est le genre de décision que nous devons prendre. Si nous les prenons au niveau de l'Union africaine, si nous les prenons avec l'initiative d'un président comme le président Kagame, qui aujourd'hui est le président de l'Afrique, puisqu'il est le président de l'Union africaine, ça, c'est une direction que l'on pourrait prendre. Voilà des choses extrêmement concrètes, extrêmement précises, qui pourraient être utiles. Les deux diasporas, c'est vrai que je fais cette expérience d'ailleurs aux États-Unis. Les diasporas ouest-africaines se retrouvent plus facilement parce que vous avez une espèce d'appel de la mosquée. C'est vrai qu'on se retrouve dans telle ou telle mosquée où les gens prient ensemble, et ça crée des communautés. Une mosquée qui est maintenant fermée malheureusement à Harlem, pas loin de Columbia University, était une mosquée dirigée par un imam ivoirien, et une mosquée où la khutba, le sermon, se disait en français. Parce que c'était des Ouest-Africains, en général francophones, venant du Burkina, du Sénégal, etc. L'idée que la francophonie, c'est d'avoir la même langue en partage, voilà que ça marche à ce niveau-là, à ce niveau justement de populations qui ne sont pas toujours des populations très fortement scolarisées, mais qui ont le sentiment qu'une langue qu'elles ont en partage et qui pourrait permettre de faire communauté, c'est le français. Alors s'organiser autour de la langue, autour de la religion, etc., c'est une chose que j'ai vue là-bas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une simplification extraordinaire en France quand le mot communautarisme, c'est un mot tabou en France. Ah, c'est les communautaristes, etc. La République, c'est censé être des individus citoyens qui ne se comportent que de manière individuelle. Et en ayant l'impression que le communautarisme serait contre l'intégration. C'est faux, c'est faux. L'exemple américain montre que les communautés sont des intermédiaires pour l'intégration. Vous arrivez quelque part, vous êtes intégré dans une communauté, et à partir de cette communauté, vous pouvez naviguer un peu
votre parcours dans la nouvelle culture ou le nouveau pays. Ça ne marche pas toujours de manière aussi automatique que cela, mais ce grand manichéisme de l'idée républicaine où on prétend être aveugle à toutes les différences communautaires, où on n'a affaire qu'à des individus qui seraient des citoyens, c'est une caricature. De la même manière, considérer que le modèle anglo-saxon, c'est un modèle de juxtaposition de communautés qui ne communiquent pas entre elles, ça aussi c'est une caricature. Entre les deux, on devrait pouvoir penser des stratégies d'intégration. Merci d'avoir rappelé, en parlant de Césaire, inventeur d'âme, que quand on parle de l'Afrique, c'est évidemment du Caire au Cap. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes. Le Sahara était un espace parcouru par des biens, des personnes libres ou serviles, mais des personnes qui allaient, par exemple, dans les grands centres intellectuels de Fès jusqu'en Andalousie, ou se retrouver à Al-Azhar, ou aller en pèlerinage à la Mecque, et dans l'autre sens aussi. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire intellectuelle de l'Afrique si vous considérez que le Sahara a séparé deux mondes. Ça n'est pas vrai, et c'est effectivement le continent africain, vous le pensez dans sa globalité, ou vous manquez de le penser. Vous avez raison de rappeler que le combat identitaire est un combat assez ambigu. Je ne me souviens plus qui avait posé la question, mais l'exigence d'identité est la même partout. Vous savez, l'alt-right, l'extrême droite américaine, a considéré que le film Black Panther était un film qui exaltait son idéologie parce que le royaume de Wakanda est un royaume qui se protège du reste du monde et qui se protège en particulier des migrants, en disant, mais voilà, la leçon du film, il faut être un ethno-nationaliste et essayer d'avoir la nation la plus homogène possible et imaginable. Bon, c'est l'idéologie d'une Afrique nouvelle. C'est un phénomène très intéressant parce que c'est un film c'est un film comme Superman ou comme Spider-Man, etc., etc. Mais on a projeté tellement de signification sur ce film que le besoin de mythe dont vous avez parlé, au fond, est parfaitement lisible là-dedans. J'ai proposé d'ailleurs dans un petit texte que j'ai écrit sur Black Panther de regarder ce film comme une invitation aux Africains et surtout aux Africaines de s'engager dans le domaine des STEM, des sciences, des technologies, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques. Voilà par exemple un élément concret si nous voulons essayer de répondre à la question qui a été posée sur une stratégie globale. Voilà un point sur lequel l'Afrique pourrait se réunir en disant il n'y a pas de secret. Si nous regardons les pays qui se sont développés, ils se sont développés avec ces stratégies de STEM. Je prends mon propre pays. Nous avons une tradition au Sénégal d'excellence dans les humanités qui ont nom Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, etc. Il est bon que cette tradition soit continuée parce que c'est vrai que c'est une distinction africaine en général, sénégalaise en particulier, et il est bon que les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Senghor, continuent de réfléchir dans ce domaine-là. Mais nous avons un système totalement déséquilibré, avec une massification énorme dans les secteurs où les étudiants disent qu'ils font des humanités et des sciences sociales. Ils ne font rien du tout. En réalité, ils sont partis en reculant, horrifiés devant les sciences et les mathématiques, et ils se retrouvent dans les humanités totalement par hasard. Ils ne sont pas de bons étudiants dans les humanités, ils ne sont pas de bons étudiants dans les sciences sociales. Donc il va falloir redresser ce système éducatif, et une initiative est en train d'être prise par quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus grand démocrate du continent africain, mais qui est très efficace, et c'est le président Kagame. Le Next Einstein Forum, dont il s'est chargé, et la décision qui est la sienne de développer précisément cette orientation du système éducatif africain vers les STEM, ça, c'est une initiative qui est tout à fait porteuse d'espoir, comme la plupart des initiatives que le président Kagame prend avec son air ascétique et sérieux, etc. Voilà un homme extraordinaire, parce qu'on n'a pas envie d'applaudir un autocrate, mais au moins
voilà quelqu'un qui fait quelque chose de l'autocratie qui est la sienne. Politique très forte. Et par exemple, une décision à prendre. Je l'avais proposé dans la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons un problème pour avoir des professeurs de mathématiques. Quand nous en avons, ils sont attirés par l'industrie ou bien ils partent parce qu'ils sont en demande. Il faut les payer plus. Vous pouvez parfaitement décider, parce que je suis un État responsable, que je paye tous mes professeurs 100, mais comme j'ai besoin particulièrement de professeurs de mathématiques, je vais les payer 120. Vous faites ça, vous avez des grèves pires que ce que vous avez en ce moment en France, parce qu'une chose que nous avons héritée de nos cousins français, c'est effectivement la capacité de cette exigence d'égalitarisme absolu et la capacité de mettre une grande force syndicale derrière les revendications. Et les revendications des universitaires, malheureusement, marchent toujours. Si vous tenez en otage les enfants des parents, les parents feront ce que vous voulez. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui fait que nos systèmes éducatifs ne changent pas. Or, nous savons que nous avons besoin de les changer. Nous avons besoin de les orienter de cette manière-là. Et la seule manière non démocratique de le faire, c'est en faisant des indemnités STEM spéciales. Ça, je l'ai proposé. Je crois que les autorités ont fait comme si elles ne m'entendaient pas, parce que je peux parfaitement imaginer le genre de problème que ça va poser. Mais ça, c'est le genre de décision que nous devons prendre. Si nous les prenons au niveau de l'Union africaine, si nous les prenons avec l'initiative d'un président comme le président Kagame, qui aujourd'hui est le président de l'Afrique, puisqu'il est le président de l'Union africaine, ça, c'est une direction que l'on pourrait prendre. Voilà des choses extrêmement concrètes, extrêmement précises, qui pourraient être utiles. Les deux diasporas, c'est vrai que je fais cette expérience d'ailleurs aux États-Unis. Les diasporas ouest-africaines se retrouvent plus facilement parce que vous avez une espèce d'appel de la mosquée. C'est vrai qu'on se retrouve dans telle ou telle mosquée où les gens prient ensemble et ça crée des communautés. Une mosquée qui est maintenant fermée malheureusement à Harlem, pas loin de Columbia University, était une mosquée dirigée par un imam ivoirien et une mosquée où la khutba, le sermon, se disait en français. Parce que c'était des Ouest-Africains, en général francophones, venant du Burkina, du Sénégal, etc. L'idée que la francophonie, c'est d'avoir la même langue en partage, voilà que ça marche à ce niveau-là, à ce niveau justement de populations qui ne sont pas toujours des populations très fortement scolarisées, mais qui ont le sentiment qu'une langue qu'elles ont en partage et qui pourrait permettre de faire communauté, c'est le français. Alors s'organiser autour de la langue, autour de la religion, etc., c'est une chose que j'ai vue là-bas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une simplification extraordinaire en France quand le mot communautarisme c'est un mot tabou en France. Ah, c'est les communautaristes, etc. La République. La République c'est censé être des individus citoyens qui ne se comportent que de manière individuelle. Et en ayant l'impression que le communautarisme serait contre l'intégration. C'est faux, c'est faux. L'exemple américain montre que les communautés sont des intermédiaires pour l'intégration. Vous arrivez quelque part, vous êtes intégré dans une communauté et à partir de cette communauté, vous pouvez naviguer un peu votre parcours dans la nouvelle culture ou le nouveau pays. Ça ne marche pas toujours de manière aussi automatique que cela, mais ce grand manichéisme de l'idée républicaine où on prétend être aveugle à toutes les différences communautaires, où on n'a affaire qu'à des individus qui seraient des citoyens, c'est une caricature. De la même manière, considérer que le modèle anglo-saxon, c'est un modèle de juxtaposition de communautés qui ne communiquent pas entre elles, ça aussi c'est une caricature. Entre les deux, on devrait pouvoir penser des stratégies d'intégration. Merci d'avoir rappelé, en parlant de Césaire, inventeur d'âme, que quand on parle de l'Afrique, c'est évidemment du Caire au Cap. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes. Le Sahara était un espace parcouru par des biens, des personnes libres ou serviles,
mais des personnes qui allaient, par exemple, dans les grands centres intellectuels de Fès jusqu'en Andalousie, ou se retrouver à Al-Azhar, ou aller en pèlerinage à la Mecque, et dans l'autre sens aussi. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire intellectuelle de l'Afrique si vous considérez que le Sahara a séparé deux mondes. Ça n'est pas vrai, et c'est effectivement le continent africain, vous le pensez dans sa globalité, ou vous manquez de le penser. Vous avez raison de rappeler que le combat identitaire est un combat assez ambigu. Je ne me souviens plus qui avait posé la question. Mais l'exigence d'identité est la même partout. Vous savez, l'alt-right, l'extrême droite américaine, a considéré que le film Black Panther était un film qui exaltait son idéologie parce que le royaume de Wakanda est un royaume qui se protège du reste du monde et qui se protège en particulier des migrants, en disant, mais voilà, la leçon du film, il faut être un ethno-nationaliste et essayer d'avoir la nation la plus homogène possible et imaginable. Bon, c'est une lecture, évidemment, qui ne convient pas du tout à la philosophie générale du film, mais ça nous rappelle une chose, c'est qu'il ne faut pas se battre pour les identités, c'est la pire chose qui puisse être. Les jeunes Africains aujourd'hui ne sont pas inquiets de leur identité, ils sont inquiets de leur devenir. Il faut arrêter de poser la question de l'identité de cette manière-là et poser la question des devenirs. Les devenirs africains sont bien plus importants parce qu'il est de la nature d'une culture humaine de toute façon d'être en mouvement perpétuel et en changement perpétuel. L'ouverture à sa propre différence est la condition de possibilité d'une ouverture du monde à la différence que nous représentons et à se vivre ensemble. Se vivre ensemble et repose sur, au contraire, le décentrement des identités. La capacité que j'ai de regarder mon identité de l'extérieur, à partir de celui que je ne suis pas, ou à partir d'une autre langue. Les langues, d'ailleurs, sont le meilleur exemple à apprendre plutôt que l'écriture, parce qu'entre les langues, il s'effectue de la traduction. Nous devons être des êtres de traduction. Et ceci m'amène, pour finir, à l'idée d'humanité qui a été la dernière question. Question importante. Quelle est sa source? C'est vrai que c'est une question à poser. Parce que l'humanité peut sembler être une abstraction. Je peux avoir le sentiment immédiat de ma tribu. Je sais exactement quelle est ma famille. Au-delà de ma famille, quels sont les gens de mon lignage, les gens de mon village, etc. etc. Mais l'idée que je puisse le fait de me faire une idée de l'humanité et d'agir en fonction de cette humanité, il faut qu'elle me vienne de quelque part autre que le simple instinct. Un homme politique français célèbre a dit de manière célèbre « j'aime mieux mes filles que mes nièces plus que mes cousines plus que etc. » C'était l'idée qu'au fond, le sentiment d'appartenance était un certain nombre de cercles concentriques. Je commence par l'instinct immédiat de ceux qui me sont proches et de ceux qui me ressemblent, et puis ça s'épuise progressivement, et peut-être est-ce que je vais atteindre l'idée d'humanité. D'où nous vient donc l'idée d'humanité? Ça, c'est une chose que nous n'avons pas en commun avec les animaux, qui ont un instinct tribal. Ça vient, vous avez demandé si ça venait de la morale ou si ça venait de la religion. Les deux. Les deux. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'idée d'humanité nous vient de la raison philosophique, autrement dit, la question morale est celle qui m'amène à me dire qu'en tant qu'humains, nous avons quelque chose que nous partageons, et de savoir que nous partageons cela doit impliquer chez moi un certain nombre d'attitudes éthiques. La religion va encore plus vite pour me donner le sens de cette humanité. La religion pose cette magnifique question que vous trouvez dans la Bible, qui est mon prochain? Le simple fait de se poser la question qui est mon prochain signifie que mon prochain n'est pas forcément mon proche. Et répondre ainsi, ce sont les religions qui nous enseignent. La philosophie nous l'enseigne aussi, mais la philosophie est probablement moins immédiate que la religion, parce que la religion est capable de mobiliser un sentiment. Et le sentiment, probablement, est bien plus efficace que le raisonnement dans ce domaine-là. Je peux, par raisonnement philosophique, me donner une idée de l'humanité
qui servent de principe régulateur à mon action. Mais par le sentiment religieux, cela va encore plus vite. Le philosophe Bergson, je n'en ai cité qu'un. Tu auras remarqué, je n'ai cité personne. Le philosophe Bergson, en revanche, dit précisément que le sentiment religieux se propage comme un incendie. Il vaut mieux l'incendie qui consiste à nous brûler tous de l'idée que nous sommes les prochains les uns des autres, que le raisonnement philosophique plus indirect probablement qui va nous mener à l'idée d'humanité. Mais c'est ce qui fait notre grandeur, précisément. La capacité d'avoir ces deux sources, aussi bien la source philosophique que la source religieuse, pour comprendre que nous vivons et pensons au-delà de nos tribus et que nous atteignons quelque chose qui s'appelle l'humanité, qui fait que mon prochain est aussi bien le jeune chinois que le jeune libyen qui se noie dans la Méditerranée. Merci beaucoup.